Le Centre Georges Pompidou, un bâtiment consacré à la lecture publique, à l'art et à la création contemporaine, construit à Paris entre 1970 et 1977. 1969, Georges Pompidou vient de succéder au général de Gaulle. Une de ses toutes premières décisions, c'est doter la capitale d'un outil culturel unique en son genre, rassemblant un musée d'art moderne, une grande bibliothèque publique, un centre de design et un institut pour la musique contemporaine, 4 grandes institutions empilées en un seul bâtiment au centre de Paris. Le plateau Beaubourg, un vide urbain créé en 1930 par la destruction d'un îlot insalubre, est devenu dans les années 60 un parking sauvage. 18 000 mètres carrés à l'abandon, le terrain idéal pour un projet aussi énorme. Pour la première fois en France, un concours international est lancé. Le jury, où siègent 3 grands architectes, Oscar Niemeyer, Jean Prouvé, Philip Johnson, doit choisir entre 681 projets. Il y a de tout, un dôme métallique, des parallélépipèdes inclinés, une grande tour. Un seul projet, le numéro 493, propose de n'occuper que la moitié de la parcelle et de laisser de la place à une place. Ses auteurs sont 2 architectes totalement inconnus, jeunes et étrangers. Richard Rogers est anglais. Quand nous avons vu le programme du concours, nous nous sommes dit que nous n'y avions pas notre place. C'était un concours pour un président. C'était un concours pour un monument. Et en Angleterre, les monuments, ça sonne mal. C'est un mot péjoratif. C'est hors d'échelle, ce n'est pas à taille humaine. Et souvent, ça évoque le fascisme. Renzo Piano est italien. Chaque fois qu'on nous parlait de culture, Richard et moi-même, on avait mal à l'estomac. Et nous avions l'impression d'être complètement étrangers à l'esprit de cette compétition, l'atmosphère du grand événement qui l'entourait. Et notre réponse était une vraie réponse de gamin, qui adressait presque un pied de nez à leur examinateur. Le pied de nez. Le projet Piano Rogers provoque immédiatement une polémique violente qui dure plusieurs années. Il y a même un procès. Comme pendant la construction de la Tour Eiffel, les insultes fusent. Raffinerie de pétrole, hangars, tas de ferraille, monstres écrasants, atteinte au bon goût. Cette structure bardée de métal aux couleurs vives, c'est en fait l'irruption au cœur du vieux Paris de l'imaginaire d'un groupe d'architectes anglais, Archigram, des compagnons d'école de Piano et Rogers. Ils n'ont jamais rien construit, mais ils ont beaucoup dessiné. Des architectures démontables et transformables inspirées par les plateformes pétrolières offshore, les hangars du Cap Canaveral et les bandes dessinées de science-fiction. Des architectures souples, ludiques, mobiles et légères. Au-delà de leur volonté de provoquer, les utopies d'Archigram renvoient à la grande tradition anglo-saxonne de l'architecture métallique. À l'opposé de la France, où le béton est roi. À Beaubourg, le béton est en sous-sol. Un sous-sol qui occupe la totalité de la parcelle sur 3 étages et où se cachent tous les équipements dont les contraintes techniques imposent la construction en dur, qu'il s'agisse de parkings ou de salles de spectacle insonorisées. Pour le béton, c'est tout.
Toute la structure au-dessus du sol est un mécano géant. Un grand jeu de construction. Prenez un poteau, puis un deuxième poteau. Enfilez sur chacun des deux poteaux une poutre pivotante appelée gerberette. Posez la grande poutre qui fait la largeur du bâtiment. Les gerberettes sont en déséquilibre. Posez un tirant qui tire vers le sol l'extrémité de la gerberette. Faites de même de l'autre côté. Le système est en équilibre. Les efforts pour maintenir la poutre sont répartis entre poteau et tirant grâce à la gerberette. Reproduire l'opération autant de fois que nécessaire pour augmenter le nombre de poutres. 6 poutres par portique pour construire 6 étages, 14 portiques dans le sens de la longueur. Une seule ossature métallique pour faire tenir le bâtiment, une seule ossature affichée et visible. À l'extérieur comme à l'intérieur. Cette structure qui porte les planchers est stabilisée par des ajouts sur les façades. Des renforts métalliques en forme de V ou de X fixés entre les poutres ou les extrémités des gerberettes. Les contreventements. Pour concevoir cette structure, l'équilibre des charges, la forme des poutres, les architectes ont fait appel à l'ingénieur anglais Peter Rice, qui va collaborer avec eux pendant toute sa vie et construira la toiture de l'aéroport de Kansai ou du module d'échange de Roissy. Toutes les façades du bâtiment sont en verre, elles reflètent la ville et l'absorbent. Par endroits, les murs de verre disparaissent. Seule reste la trame, ouverte au vent et au ciel. Le bâtiment prend un air d'esquisse ou de chantier en cours. Le Corbusier disait que l'architecture, c'est le jeu de la lumière sur les masses. On pourrait dire en jouant sur les mots, ce qui change, c'est la masse. Et dans l'avenir, il y aura de moins en moins de masse. Beaubourg, bien sûr, est beaucoup plus transparent que la plupart des bâtiments de cette période. Vous ne regardez pas à travers de petites fenêtres carrées percées dans la masse. Tout est fenêtre, tout est solide, tout est structure. Il n'y a plus de définition, tout se confond. La structure du centre Pompidou est simple, répétitive, mais les architectes l'ont habillée de façon déconcertante. Ils ont accroché sur la façade à l'extérieur toutes les fonctions complexes qui normalement sont logées à l'intérieur d'un édifice. À l'ouest, face à la place et au centre-ville, la totalité des circulations, les coursives qui font office de couloirs sur toute la longueur de chaque étage, posées sur la partie la plus longue des gerberettes, et à l'extérieur des coursives, comme une seconde couche, le grand escalier mécanique qui permet l'accès aux 5 niveaux du bâtiment. L'image de la façade résulte de la superposition sur la trame de base de ces deux couches fonctionnelles. Protégé par une coquille transparente, l'escalier monte vers le toit telle une attraction de fête foraine. Face à la place, la fête. Face à la rue, l'usine.
À l'est, les architectes ont mis en façade les tripes du bâtiment. Les monte-charges pour le transport des grosses charges, les systèmes de climatisation, les alimentations électriques. Tout est montré, affiché avec gaieté. On n'a honte de rien. Bleu pour l'eau, vert pour l'air, jaune pour l'électricité, rouge pour les circulations, la machinerie des monte-charges dans de grosses boîtes rouges, la récupération de l'eau de climatisation dans de grands champignons blancs. Tout est logé dans cette même couche verticale entre poteaux et tirants, dans la partie longue des gerberettes, la même où de l'autre côté les architectes ont logé les coursives. Je crois qu'on s'est toujours trompé à propos du centre Beaubourg, du centre Pompidou, en disant que c'est un monument à la high-tech, à l'haute technologie, puisque c'est en réalité plutôt une parodie de la haute technologie. Vous savez, j'ai toujours dit, si c'était un paquebot spatial, c'est plutôt un paquebot spatial dessiné par Jules Verne, c'est-à-dire quelque chose qui ne volerait jamais. C'était une façon pour exagérer le côté usine. L'usine est le seul type de construction dépourvu de complaisance où l'on fait ce qui est nécessaire à l'état brut. Comme dans une machine, tout ici est exprimé. Comme dans une machine, ce qui est produit est sans rapport avec la forme de la machine elle-même. La machine Beaubourg est une machine à produire de l'espace nu. En rejetant symétriquement vers l'extérieur les circulations et la technique, les architectes libèrent totalement les espaces intérieurs. Chaque étage, grand comme 2 terrains de foot, est un immense plateau libre. 7500 mètres carrés, sans poteaux, ni tuyaux, ni escaliers, sans murs, à l'exception d'un mur coupe-feu imposé par les pompiers. Une paroi isolante sur toute la longueur du bâtiment, du sol au plafond, et à tous les étages, une mesure de sécurité destinée à limiter les conséquences d'un incendie. Les seuls espaces fermés du bâtiment, c'est-à-dire disposant de 4 murs et d'un plafond, les blocs des sanitaires ou certains bureaux, sont des baraques de chantier, des algécos démontables, faciles à transporter et à fixer, grâce à des cadres métalliques accrochés au plafond. L'absence radicale de structures intérieures, c'est la réponse des architectes au casse-tête imaginé par Pompidou. Faire coexister dans le même bâti des institutions culturelles aux pratiques totalement différentes. Les expositions temporaires du Musée d'art moderne et du Centre de création industrielle, la bibliothèque publique d'information, les collections permanentes du musée, sans oublier les administrations du musée et du centre. Construire un bâtiment pour la culture, c'est déjà, je crois, très difficile quand on a 50 ans. Mais quand on a 30 ans, c'est vraiment impossible. On se posait des questions 1000 fois avec Richard. Qu'est-ce que c'est la culture? Et on n'avait pas de réponse. Je crois que la seule réponse possible à ce moment-là, c'était de dire on fait un abri, on construit un abri, un grand abri, et après, on verra. Renzo et moi, nous avions tous les deux commencé en construisant des abris. Et c'est parce que les abris sont très flexibles. Ce sont des structures souples. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ce sont des espaces fermés où l'activité peut être libre, enfin, aussi libérée que possible des contraintes de la construction en dur.